On va commencer rapidement par examiner les bases médiévales et évoquer juste quelques avatars savants, et puis dans un deuxième temps, on s'attardera davantage sur les résurgences modernes et contemporaines populaires, entre guillemets. D'abord, les bases médiévales. Je vais donc résumer rapidement le plus ancien texte qui nous soit parvenu. C'est un témoin écrit donc d'une tradition orale, bien sûr. Il va nourrir toute une nouvelle tradition littéraire. En même temps, c'est déjà une interprétation, parce que c'est un clerc qui a écouté cette histoire, et en écoutant cette histoire, il va quand même essayer de la rendre, enfin, de lui donner une logique. Hein. Donc, voilà. Alors, l'histoire, la voici. C'est donc la nuit noire et profonde, comme elle ne l'est qu'aux extrémités du temps, de l'année, c'est-à-dire au moment des 12 jours qui séparent Noël de l'Épiphanie. Du côté de Bonneval, en Normandie, en 1091, très précisément, donc c'est vrai, hein, c'est vraiment ancré dans l'espace et le temps. Un prêtre s'en revient d'une visite, on imagine une extrême onction, sans doute. Et voici que tandis qu'il marche à l'écart de toute habitation, il entend un grand vacarme. Pour lui, ça rappelle une armée immense, des cavaliers et des piétons. Il va pour se cacher derrière quelques buissons, des néphlies apotropaïques notamment, pour se protéger, hein, c'est comme de l'ail en gros, mais c'est trop tard. Un géant armé d'un énorme bâton surgit et lui barre la route. « Arrête-toi, n'avance plus, sta !» dit-il en latin. Le géant ne lui fait pas de mal, mais reste à ses côtés, comme pour l'obliger à assister à ce qui est en train d'arriver. La lune brille d'un vif éclat, si bien que le prêtre voit clairement une immense troupe de gens à pied passer devant lui, portant sur leurs coups et leurs épaules du bétail, des vêtements et divers ustensiles. Tous ces gens défilent, se lamentent, se pressent mutuellement. Allez plus vite, allez plus vite. Et le prêtre reconnaît dans ce cortège plusieurs de ses voisins qui sont morts depuis pas très longtemps. D'autres créatures défilent, des nains, des Éthiopiens, hein, les Noirs au Moyen-Âge, on les appelait souvent comme ça, et on les assimilait volontiers aux Sarrasins et au diable. Des femmes à cheval aussi, assises sur des clous brûlants, sont punis par là où ils ont péché, bien sûr. Des clercs, des moines, des évêques, des abbés, avec leurs capes et leurs coules noires, vous voyez l'image. Eux aussi gémissent et se lamentent, certains interpellant notre prêtre pour lui demander de prier pour eux au nom de leur ancienne amitié. Après le passage de cette armée immense de plusieurs milliers de personnes, le prêtre Valchelin se dit en lui-même « Voilà sans doute l'ami Elquin. J'ai ouï dire que plusieurs personnes l'ont déjà vu dans le passé, mais je me suis moquée d'eux qui m'en faisaient le récit. Mais qu'est-ce que c'est que ces balvernes? Mais maintenant je vois réellement ces âmes des morts. Je vois qu'elles existent. » Alors comme souvent dans ce cas, il essaye de faire quelque chose, il cherche de trouver une preuve, il va se dire, mais si je vais raconter ça aux autres, ils vont faire comme moi, ils vont rire. Donc, il essaie de s'emparer d'un des chevaux pour amener une preuve au peuple. Et du coup, il manque d'être entraîné par une espèce de chevalier démon qui laissera sur son cou la trace d'une brûlure. Notre prêtre survit, il est un peu malade, mais vivra encore pendant 20 ans. Hein, et raconte tout à l'évêque de Lisieux. Et Orderic Viftal, donc l'auteur du texte, dit que c'est l'évêque de Lisieux qui lui a raconté ça en personne. Donc c'est vrai. Donc, c'est la version d'un clerc. Une version savante, comme je viens de dire, qui cherche en écrivant à rationaliser un mythe immémorial sans doute, à l'expliquer, à le rattacher à ce qui structure l'univers de l'époque, son univers en tout cas. Donc, il en fait une émanation du purgatoire, ce troisième lieu entre enfer et paradis, hein, où le contact des morts avec les vivants est encore possible justement, ce qui explique cette présence incongrue des morts dans notre monde. Ils explient tous un péché en courant, en errant sous la torture dans la nuit. Alors, il y a beaucoup d'autres versions, je ne peux évidemment pas les raconter toutes, où il y a toujours une coïncidence des principaux ingrédients. Et c'est ces ingrédients-là que je vais essayer de vite détailler. Alors, le premier ingrédient, donc, c'est la chasse. Alors, qu'est-ce que c'est que la chasse? La chasse, évidemment, partie liée avec la problématique de l'abondance et de la fertilité,
Mais inversement, au bout de la chasse, il y a en principe toujours la mort. Nous tenons là ce qui semble constituer le noyau fondamental de notre sujet. C'est en particulier l'image du chasseur qui connaît une grande polarisation symbolique dès le Moyen-Âge, car le meneur du cortège est identifié dans de nombreuses variantes comme un chasseur, et que chasse-t-il des hommes. Une nouvelle figure ressortira de ces fusions, celle du veneur infernal qui restera vivante jusqu'au XXe siècle. Notons que dans quelques variantes en même temps, notre troupe de morts se présente non pas comme des chasseurs, mais comme des guerriers, comme une armée furieuse. Et il y a l'année dernière, il y a eu un roman policier par Fred Vargas, que enfin, moi j'ai beaucoup aimé, hein, qui a utilisé cette variante-là. Donc la chasse. Deuxième ingrédient fondamental, les équipements. Alors, cette troupe charrie donc énormément d'affaires. Il s'agit d'équipements militaires, il s'agit d'équipements relatifs aux besoins de la chasse, mais aussi d'équipements répondant aux besoins d'un groupe en déplacement, d'où cet aspect ménager si frappant dès les premières apparitions du cortège. Objet du quotidien qu'une portée symbolique détourne très légèrement de leur fonction initiale, en particulier des caisses, des sacs, des hottes, des voitures, des charrettes. Ce n'est pas anodin. On reviendra là-dessus. En France, nous connaissons encore notamment ces attelages sous la forme de la charrette funéraire du 1er novembre. Nous les retrouvons aussi dans nos petits diables, comme nous appelons encore aujourd'hui les chariots servant à transporter des objets lourds ou encombrants. La hotte possède une fonction semblable. C'en est une variante. Ce sont donc autant de moyens de collecte et de transport d'âmes. Et je ne détaille pas les autres choses, les chaussures, etc., etc. Mais chaque objet que la Ménielka véhicule a un sens symbolique extraordinaire. Ajoutons à ces ingrédients, la chasse, les équipements, troisième ensemble, c'est-à-dire quelques notations circonstancielles, récurrentes. Où, quand et comment, surtout notre cortège des morts et de ravisseurs apparaît-il? En effet, la Ménielka n'apparaît pas à n'importe quel moment ni n'importe où. Elle préfère la forêt, les carrefours, l'heure de minuit, éventuellement du midi, les périodes carnavalesques au sens de Claude Quennebet, c'est-à-dire le moment des changements de saison où le ciel est ouvert, justement, il y a une espèce de trafic, et notamment, évidemment, les 12 jours, Noël, l'Épiphanie, etc. Donc, des époques qui coïncident en fait avec les fêtes des solstices. Par ailleurs, le spectacle Petite science d'une goutte d'eau d'Isabelle Sauvage va bientôt débuter. Il se déroulera à la salle Porte d'eau. À la fin de la raconter, vous pourrez retrouver Isabelle Sauvage sur l'espace dédicace. Vous pourrez trouver son livre CD Petite science d'une goutte d'eau sur le stand des éditions La Trappe Science. Bien, merci beaucoup. Alors, donc, tout ce qu'il me reste à dire, donc les lieux, l'époque, et puis autre notation circonstancielle, comment elle bouge. Donc, elle erre, elle vole, elle danse, et enfin, elle avance masquée. C'est donc, on va dire schématiquement, les derniers ingrédients de notre motif. Alors, comme le domaine des traditions savantes, c'est-à-dire écrites, poétiques, la composante chasse de notre motif sera au cœur du motif du roi des Aules. Ceux qui connaissent en allemand leur Erlkönig, on le connaît notamment très bien grâce à Schubert, la ballade du roi des Aules. Bon, il y a Nodier aussi, il y a Tournier, etc. L'élément errance sera développé à travers cet avatar tragique de Elquin, à cheval sur les traditions populaires et littéraires, qu'est le juif errant. Le vol, lui, est au cœur des histoires qu'on raconte au sujet de certains Hollandais, notamment, et celui du masque central dans toutes les histoires, dans toute la galaxie liée à Harlequin, mais aussi toute la sphère du diable, le diable qui est le masqué par excellence. Donc là, je ne peux pas développer, donc je vais immédiatement passer à ma deuxième partie, c'est-à-dire les résurgences orales, populaires, contemporaines. Alors,
On va organiser ça à nouveau donc en 2 volets. On va voir des figures de chasseurs et dans un deuxième temps quelques trames narratives originales reprenant cette ancienne histoire. Figures de chasseurs d'abord. Alors, la moisson est surabondante. Hein. Alors, la sélection évidemment est difficile. Alors, comme je suis bretonne d'adoption, même si je vais être rémoise pour le travail, je resterai toujours bretonne d'adoption, je vais développer la beauté terrifiante de l'Ankou. Je cite Anatole Lebras. On dépeint l'Ankou tantôt comme un homme très grand et très maigre, les cheveux longs et blancs, la figure ombragée d'un large feutre, tantôt sous la forme d'un squelette drapé d'un linceul, et dont la tête vire sans cesse au haut de la colonne vertébrale, ainsi qu'une girouette autour de sa tige de fer, afin qu'il puisse embrasser d'un seul coup d'œil toute la région qu'il a mission de parcourir. Dans l'un et l'autre cas, il tient à la main une faux. C'est relativement récent dans ma tribu quand même. Celle-ci diffère des faux ordinaires en ce qu'elle a le tranchant tourné au dehors, bien sûr. Ainsi, l'Ankou ne la ramène-t-il pas à lui quand il fauche, contrairement à ce que font les faucheurs de foin et les moissonneurs de bleu, il la lance en avant. Lorsque l'Ankou se met en route pour sa tournée, sa charrette est, dit-on, pleine de pierres afin de rouler plus lourdement et de faire plus de bruit. Une autre figure est celle du grand veneur qui hante la forêt de Fontainebleau et qui a apparu à des témoins illustres, en particulier à des figures royales, notamment à Louis XII en 1499, à Diane, fille de Henri II, à son mari Horace Farnèse, Henri IV ou encore à Louis XIV lui-même. Dans le journal du Gouberville du 14 avril 1553, on lit « Simonet et Moisson furent à la chasse et prirent un lièvre. Il était tout nuit quand ils revinrent et dirent qu'ils avaient eu la chasse Elquin aux vieilles bosques. » Dans le Dauphiné, et c'est très intéressant, enfin là je ne peux pas le développer non plus, mais dans le Dauphiné en particulier, le Elquin a un drôle de nom. Il s'appelle le roi Hérode, c'est-à-dire l'homophonie entre Elquin et il y a énormément de coïncidences. C'est une logique absolument renversante. Hein. Donc il s'appelle roi Hérode, c'est-à-dire du nom du roi sanguinaire et impie de Noël. Hein. Noël, c'est une histoire de nativité, mais le deuxième protagoniste, c'est Hérode. C'est un massacre de bébés. Hein. Donc tout est là. Je cite un petit passage donc, recueilli par Charles Johnson. C'était entre Noël et le jour des rois. Dans une vieille il y avait une femme qui avait sorti, donc c'est comme ça qu'on raconte. Hein. Elle avait entendu chasser, elle avait dit « Chasseurs, apportez-moi de votre chasse ». Et puis elle a entendu les chasseurs venir. Et quand elle est ressortie, elle a trouvé une jambe de mort devant la porte de l'écurie. Voilà qu'elle a pris peur quand elle a vu cette jambe de mort. Elle est allée trouver le curé. Puis le curé lui a dit « À la même heure, vous sortirez, vous prendrez un chat noir dans votre tablier et vous direz « Chasseurs, venez prendre votre chasse ». Elle a fait comme cela. Et puis, il est venu. Il a ouvert la porte et il a dit « Tu as bien de la chance d'avoir ce que tu as dans ton tablier. Autrement, tu partirais avec moi à la chasse. » C'était le roi Hérode, le diable. Fin de citation. Enfin, justement, toujours dans Dernière Résurgence, il est une créature populaire parmi toutes qui conduit un attelage aérien au tout début des 12 jours, qui a une barbe, un grand manteau comme Elquin, ainsi qu'une hotte dont il délaisse les richesses devant les enfants des hommes. Mais on sait bien qu'en Alsace, par exemple, en Suisse, dans mon enfance, on disait que, attention, il a versé des choses pour les sages, mais après la hotte est vide. Et les enfants sages, méchants, ils vont aller dans la hotte et ils partent avec lui. C'est le Père Noël, bien sûr, qui est sans doute l'avatar le plus populaire aujourd'hui de cette histoire. Le Père Noël établit pour ainsi dire un pont entre la signification elkinienne de cette période et les fêtes de Noël chrétiennes. Et d'ailleurs, j'ai essayé d'établir l'épaisseur mythique justement de ce Père Noël dont on dit que c'est une invention de Coca-Cola. C'est pas vrai du tout, c'est un personnage sacré. Hein. C'est vraiment, et c'est un monsieur très ancien. Hein, voilà. Et donc, j'essaie de faire ça dans un ouvrage qui va paraître en octobre. Donc, voilà pour les figures de chasseurs, les avatars, les variantes de Elquin. Passons maintenant, deuxième point, les trames narratives originales des histoires. Hein. Donc, autour de la chasse d'abord.
Donc la Bretagne, la Normandie, l'Alsace, le Dauphiné et le Poitou constituent des régions particulièrement fécondes où notre tradition est toujours vivante. Oui, oui, oui. Elle a conservé sous différentes appellations, La chasse-galerie est le nom le plus connu, mais il y a aussi la chasse à biquet ou biquette, etc. Je vais faire vite. Ensuite, il y a des animaux. Des histoires qui se concentrent autour des animaux, parce que en général, il y a un cheval, hein, mais il y a aussi parfois des histoires de chiens qui vont avec. Et il y a énormément d'histoires de chevaux, des chevaux qui ne laissent pas de traces. C'est une variante en fait du cheval qui vole comme les reines du Père Noël, hein, ça vole, etc. Et donc, pareil, on raconte énormément d'histoires. Et enfin, des objets, des histoires qui s'organisent autour des objets, donc les chariots, les hôtes. Pour reparler juste du roi Hérode, dans le Dauphiné, on dit qu'il porte sur son dos une garde-robe, c'est-à-dire littéralement où on met des vêtements dedans. Hein. Mais en fait, dans cette garde-robe, il met les enfants qui ne seraient pas rentrés. Hein. En Alsace, on entend, il y a plein d'histoires qui circulent, qui font, état de charrette, qui vous décolle devant votre nez et qui s'élève en l'air. Et voilà, hein, donc c'est toujours la charrette mortuaire. Mais justement, je voudrais conclure, c'est pour ça que je fais un peu vite, par quelque chose de très important. Donc, on a dit au départ que le mythe de la chasse sauvage est attesté dans toute l'Europe et on en trouve donc des traces partout. Il est vrai que mémoire orale et réécriture poétique ne se distinguent pas toujours très nettement. Bon, autant Goethe, c'est très clair. Tout ce qui est différent, hollandais, moulant, il y a aussi bien des variantes poétiques que, évidemment, populaires. Mais ce qu'on peut dire, c'est que la mémoire populaire est transmise avec une très très grande fidélité. Et ça fait pas très longtemps, j'ai trouvé chez Anatole Lebras une version de l'histoire d'Orderic Vital que je vous ai lue au départ. Donc, et à presque 700 ans de distance, vous savez pratiquement la même histoire. Je vous la lis. Et c'est clair que c'est transmission orale, parce que les Bretons, ils ne lisaient pas le latin, ils ne lisaient pas Orderic Vital. Hein, c'est vraiment une version orale. Je vous la lis. Un jeune homme de Trézélan était allé conduire ses chevaux au prix. Comme il s'en revenait en sifflant dans la claire nuit, car il y avait grande lune, il entendit venir à l'encontre de lui par le chemin une charrette dont l'essieu mal graissé faisait « vic, vic ». Il ne douta pas que ce fût Cariguel en Ankou, c'est-à-dire la brouette de l'Ankou. « À la bonne heure, se dit-il, je vais donc enfin voir de mes propres yeux cette charrette dont on parle tant. Hein. Vous voyez, le prêtre, lui, il ne voulait pas le croire, lui, il va. Donc, il escalada le fossé, il se cacha dans une touffe, non pas de néflier, mais de noisetier. Donc, c'est presque la même chose. De là, il pouvait voir sans être vu. La charrette approchait. Elle était traînée par 3 chevaux blancs attelés en flèche. 2 hommes l'accompagnaient, tous deux vêtus de noir et coiffés de feutre au large bord. L'un d'eux conduisait par la bride le cheval de tête, l'autre se tenait debout à l'avant du char. Comme le char arrivait en face de la touffe de noisetier où se dissimulait le jeune homme, l'essieu eut un craquement sec. « Arrête !» Le même mot que chez Orderic Vital. « Arrête !» dit l'homme de la voiture à celui qui mène les chevaux. Celui-ci cria « Oh !» et tout l'équipage fit halte. « La cheville de l'essieu vient de casser, » reprit l'Ankou. « Va trouver de quoi en faire une œuvre à la touffe de noisetier que voici. »« Je suis perdu, » pensa le jeune homme qui déplorait fort bien en ce moment son indiscrète curiosité. Il n'en fut cependant pas puni sur le champ. Le charretier coupa une branche, la tailla, l'introduisit dans les cieux, et cela fait, les chevaux se remirent en marche. Le jeune homme put rentrer sain et sauf chez lui, mais vers le matin, une fièvre inconnue le prit, et le jour suivant, on l'enterrait. La reprise d'un motif de texte en texte n'est jamais aisée à analyser. On aimerait croire que les textes en aval connaissaient les textes en amont, et qu'en reprenant les traits, il amorçait un dialogue avec eux. Rien, en effet, n'est moins sûr. On a vu tout au long de cette étude que le nom propre reste un élément fondamental dans le mécanisme de transmission et de mémoire. En fait, les histoires se cristallisent autour du nom. Charles Royston le savait bien, qui a instauré dans son recueil une rubrique appelée « Des peurs qui ne sont qu'un nom ».
Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci, formidable. Je dois couper, hein, donc c'est très, bon, voilà, mais c'est une belle histoire. Bon, donc... nous allons écouter maintenant Lydia Gabory qui, dans la thèse dont on parlait tout à l'heure, va être rééditée incessamment sous peu. Elle va être éditée. Elle est sortie de son sommeil, telle la Belle au bois dormant. Elle a dormi 30 ans. Voilà. Mais on peut, les deux autres livres sur oui. un résumé. Bah, peut-être je vais en parler parce exactement. que ce que je vais faire là, voilà, elle se réveille vraiment, c'est peut-être non pas vous raconter une histoire, il y a des gens ici qui le font très bien, merveilleusement, mais peut-être vous raconter un parcours qui alterne tout le temps entre l'oral et l'écrit. Alors on va partir peut-être de l'enfance parce que c'est là où les choses se font. Je suis originaire de l'île de Noirmoutier et j'ai eu la chance de vivre ma petite enfance dans cette île où j'ai été bercée comme à l'époque, mais surtout dans les îles. On était bercé par la tradition orale avec un vocabulaire maritime, avec des histoires de sorcellerie. Vos histoires m'ont fait beaucoup penser à celles que j'ai même pu recueillir dans les années où moi j'ai collecté. Et je suis arrivée nourrie de cette tradition, nourrie de ces mots, nourrie d'une langue vernaculaire que je ne parlais pas parce que mes parents avaient été empêchés de parler leur langue vernaculaire. C'était à l'époque où on interdisait de parler les patois dans la cour de récréation même. Donc moi, il ne fallait pas que je parle le patois et ma mère s'interdisait de le parler devant nous. Et je suis partie à l'âge de 9 ans pour Paris. Vous imaginez la douleur, la perte. J'ai passé le passage du Gois, qui est cette route qui se referme à marée haute, que la mer nous rend notre insularité. Et je suis arrivée à Paris où je ne pouvais pas dormir, les lumières, les bruits, tout me gênait. Je suis arrivée à l'école dans une cour couverte d'asphalte où on était... les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Je ne comprenais pas du tout pourquoi, on ne voyait d'ailleurs même pas les garçons. Et je venais d'une école avec tous les niveaux, voilà, où on avait s'arrangé. Et quand on avait fini, on écoutait celle d'à côté qui était plus élevée ou celle d'en bas, voilà. Et le sable, l'accord d'école, c'était du sable blanc. Donc j'étais perdue, mais je me suis rendu compte à l'âge de 9 ans que quand la maîtresse disait « Donnez-moi des mots de la famille de Carré » et que je disais « Carlet », eh bien je marquais des points parce que personne ne savait à Paris ce que c'était un carlet. Donc je me suis aperçue de ça très tôt et j'ai préservé ma tradition orale comme un trésor. Je l'ai fait jusqu'à l'université où j'ai fait des études que j'ai vraiment aimé parce que la littérature avait été toutes ces années pour moi un endroit où je pouvais courir à travers les livres, respirer à travers les livres, récupérer tout ce que j'avais perdu de mon île à travers la littérature. Et à la fin de ces années d'études, arrivée en thèse, eh bien, j'ai eu l'idée, parce que j'avais rencontré un homme précieux pour moi, Marc Soriano, puis Bernadette Bricou. J'ai décidé de faire un travail sur la tradition orale de l'île de Noirmoutier, de collecter donc les littératures orales de l'île de Noirmoutier. Alors tout le monde m'a regardé un peu bizarrement parce que les derniers grands collecteurs, c'était dans les années 50. Et déjà, on amorçait, on disait que c'était la perte des traditions orales dans nos campagnes. Eh bien, ça fait rien. Moi, je crois que j'avais envie de hisser ma tradition orale, ma culture populaire au niveau de la culture savante et d'inscrire dans une thèse de 3e cycle les mots de mon pays. Donc je suis partie collecter à partir des années 80, me servant de ma bicyclette et de mon nom dans l'île pour rencontrer des détenteurs des traditions orales. Alors ça a été très difficile au début, parce que ma famille ne comprenait absolument pas pourquoi je faisais cela, en me disant « Mais enfin, pourquoi tu t'intéresses à ces histoires dont on nous a dit pendant des décennies qu'elles ne servaient à rien, que c'était des histoires de vieilles bonnes femmes, ou pour les enfants, ou je ne sais quoi ». Et j'ai donc persisté,
Ça, c'est un peu un trait de caractère noirmoutrin. Et j'ai collecté, donc, d'abord grâce à un érudit de Lille qui s'appelait Henri Martin, des traditions orales à l'extérieur de ma commune. Et là, j'ai commencé à collecter des contes merveilleux, des légendes, des comptines, des proverbes, des contes de mensonges qui sont ces sottis du Moyen-Âge qui viennent de là et qui étaient très très vivants. Et bien sûr, j'ai collecté d'une manière tout à fait éparse, parcellaire, fragmentée. J'ai entendu, vous le signaliez tout à l'heure, beaucoup de silence. Et j'ai été dans un premier temps assez peinée de ne pas avoir la version type, celle que je trouvais au moins dans les catalogues de Madame Ténèse et de Paul Delarue, mais des contes qui se mélangeaient, des motifs qui étaient éparpillés, voilà. Donc j'ai quand même tout collecté de cette façon-là, en me disant, oh là là, c'est pas facile, j'ai pas vraiment des contes merveilleux tels que je voudrais les avoir. Mais j'ai consigné ça. Et en le réécoutant et en analysant cette collecte, ces contes, je me suis aperçue que ce que j'avais enregistré, c'était aussi ce qui sous-tendait cette tradition orale-là. C'est-à-dire qu'à travers les silences, pour lesquels j'ai élaboré une typologie des silences, j'ai nommé le silence du trop-plein, celui où on ne peut pas dire parce que l'émotion est trop forte. Par exemple, un conteur ou une conteuse vous parle de son mari et d'un naufrage, alors que son mari est mort en mer, eh bien, il y aura un moment du récit où la parole s'absente, parce que c'est une parole douloureuse, impossible à dire. Donc ça, c'est le silence du trop-plein. Il y a le silence ponctuation que les conteurs connaissent très très bien, qui est celui qui met en suspens, qui va mettre l'auditeur, le faire patienter, le faire attendre la suite de l'histoire. Ça, je l'ai inscrit comme le silence musical de la pause. Et puis, il y avait le silence appuyé. Alors, celui-là, je l'ai compris pas tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne me disait pas, qu'on refusait de me dire, tout simplement parce qu'on me charriait un petit peu. Oui, vous qui êtes de la ville, qui faites des grandes études, alors vous ne savez pas pourquoi ceci, pourquoi cela. Évidemment, je ne savais pas. Et eux, ils ne me disaient pas. Et j'ai vu que dans ce silence appuyé, il y avait... Tu es de la culture, tu devrais le savoir. Donc si tu ne le sais pas, nous n'avons pas à te le dire. Débrouille-toi avec ça. Et ces récits que j'ai collectés étaient comme ça, inscrits dans ces silences. Alors, j'ai évidemment terminé ce travail, je l'ai soutenu, je l'ai donné comme un contre-don aussi à la population noirmoutrine, c'est-à-dire je l'ai remis dans toutes les communes. J'ai collecté quand même beaucoup de choses et j'ai aussi eu des matériaux qui étaient... alors je n'osais pas trop les inscrire là parce qu'il y avait un ethnotexte d'un habitant qui avait écrit tout ce qui se passait dans son village et il avait consigné, lui, bien avant moi, des contes, des légendes. Donc j'en ai quand même donné quelques extraits parce que ce qui m'est apparu là, dans ma volonté de faire très bien, de remettre l'oral, de ne pas trahir la parole, ce qui est absolument impossible, toute mise en écriture d'une parole est une trahison. C'est la même chose pour la traduction, hein, on traduit aussi... Voilà, mais je me suis beaucoup posé cette question, comment ne pas trahir l'oral? Alors j'ai déployé des trésors d'imagination en transcrivant cette parole. J'ai imaginé bien sûr des didascalies qui donnaient à ce moment-là des indications sur comment était le conteur, sur la voix qu'il employait. J'ai rien inventé. Perrault disait le loup fait la grosse voix à ce moment-là. Donc moi j'ai mis des didascalies, j'ai transcrit les silences et j'ai donné cette collecte dans cet état parcellaire. Et puis, j'ai travaillé, bien sûr, sur l'analyse des contes, sur les motifs qui étaient empêchés, sur cette mémoire que j'ai appelée par la suite une mémoire confuse, non pas parce qu'elle était confuse, parce qu'elle n'était plus pratiquée. Il ne demeurait dans ces campagnes-là plus aucun conteur doué. Hein, c'était des conteurs occasionnels qui recherchaient pour moi, dans leur mémoire, des bribes de ces histoires qu'on leur avait interdit de compter et que la société, à un moment donné, après la guerre de 14, on s'est mis dans les veillées non plus à dire des histoires, mais à lire le journal, pour ceux qui savaient lire. Donc il y avait tout un complexe culturel, et voilà, moi j'ai voulu, à ce moment-là,
leur dire, voilà, moi je viens de vous, je suis certes dans la culture savante, mais c'est un moyen pour moi de consigner ce qui m'a nourri et ce qui a fait de chacun d'entre nous, puisque nous sommes tous détenteurs d'une tradition orale, cette thèse est pour vous. Alors par la suite, j'ai continué, et on en vient peut-être aux autres livres, à me poser la question, mais comment peut-on sauver, finalement j'étais un peu dans cette option-là, comment peut-on sauver l'oralité, comment peut-on faire qu'elle perdure dans un monde où elle n'était plus en vogue. Alors je ne suis pas conteuse, hein, mais il y a eu des conteurs qui ont pris heureusement la relève dans toutes ces années-là, au moment des années 80 et puis suivantes, des grands conteurs sont nés et ont fait ce travail. Mais moi qui étais toujours comme... un peu comme le cadet du conte, hein, je suis la dernière d'une famille, il y avait entre l'oral et l'écrit, entre l'écrit et l'oral, que faire avec cet oral, comment faire que perdure cette tradition. Alors la thèse était là, et un éditeur m'a demandé dans les années 2000 de faire un livre qui n'est pas là parce qu'il est épuisé, issu de cette thèse, et qui donnerait les contes recueillis dans cette thèse. Ce livre s'appelle Noirmoutier, paroles de conteur, mais ça a été une version que j'ai faite pour le grand public, donc tout ce dont je viens de vous parler, notamment tout ce qui concerne les silences, l'analyse des textes, des motifs, la perte, la mémoire confuse, l'histoire de l'île, tout ça n'intervenait pas. Et là, je me suis rendu compte que finalement, c'était peut-être une manière de restituer ce que j'avais voulu dire et sauver au-delà d'une thèse universitaire, et que ça venait au grand public aussi, et à des gens qui étaient extérieurs à cette île, qui allaient pouvoir l'acheter parce qu'ils venaient en vacances dans l'île. Et ensuite, je me suis dit, ça c'est aussi avoir beaucoup travaillé avec Henri Gougaud, qui, comme vous le savez, est un conteur merveilleux, mais qui est aussi un écrivain merveilleux, c'est-à-dire de se servir de l'écrit pour que l'oral puisse perdurer un peu plus que la voix. C'est ce que disait Roland Barthes, il faut bien s'inscrire quelque part, il faut bien durer un peu plus que sa voix. Comme moi, je ne suis pas conteuse, mais comme j'aime écrire, je l'ai fait par ce biais-là. Et là, à partir de cette thèse parcellaire, à partir de ces contes fragmentés, j'ai repris 7 contes de ma collecte que j'ai réécrits avec mon imaginaire, qui est aussi un imaginaire noirmoutrin, évidemment. Et j'ai fait le travail du conteur, finalement, de celui qui va interpréter l'histoire qu'il a recueillie, qu'il a entendue, et qu'il va nourrir de son propre imaginaire, et qu'il va nourrir des paysages qui sont autour de lui, et il va faire que la parole va continuer à aller un petit peu plus loin. Donc ça, c'est le livre qui s'appelle Une île, 7 contes. Et puis le dernier de ces ouvrages est un peu plus... pour le coup, part de Noirmoutier et va beaucoup plus loin, puisque c'est un livre sur la mémoire de la mer et sur l'imaginaire. C'est comment raconter la mer à quelqu'un qui l'aurait jamais vue. C'est une collection qui s'appelle Le quotidien merveilleux, que Bernadette Bricou a pensé, a imaginé. Et c'était exactement ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire partir d'un texte personnel, d'un texte cadre, d'un texte promenade, et intégrer des textes de la tradition orale qui viennent comme ça ponctuer, abonder ce texte cadre. Voilà, alors aujourd'hui, je suis plus dans l'écriture que dans l'oralité, mais je vous le disais tout à l'heure, il y a des hasards objectifs. Hein. Je suis, avant, quand vous m'avez invité à ce colloque, ma thèse était encore dans les cartons, et voici que dans le cadre du patrimoine immatériel de l'UNESCO, elle va être éditée donc d'ici quelques mois. Là, c'est un prototype avec un CD. Donc 30 ans après, cette thèse endormie va ressortir dans son intégralité, va ressortir avec la voix des conteurs. C'est assez bouleversant pour moi. Ils ont tous disparu. La photo que vous voyez de la couverture, ce sont ma mère et mes 2 tantes, qui étaient aussi finalement devenues des conteuses après avoir résisté quelque temps, et qui ont chanté des chansons, qui ont dit des comptines, etc. Donc voilà, au bout du compte, mon passage par l'écriture me ramène encore une fois, et heureusement, à l'oralité, et à entendre la voix de ceux qui m'ont donné ce que je suis, c'est-à-dire ces paroles qui m'ont nourri et qui ont fait de moi
y compris Nous quelqu'un vous invitons maintenant à écouter le chant Voilà. de cigale de Patrick Eh bien Fischmann, voilà, donc ça sera mon dernier suivi mot. par une séance de dédicace sur l'espace médical. Tous les livres de Patrick Fischmann sont disponibles sur le site. Je pense que ça vient de là-haut. C'est très net. Je sais pas, c'est grave. Voilà, alors je ne sais pas si j'ai tout dit du coup, mais bon. Alors, du coup, le disque qui est inclus dans Dans le livre. les éditions L'Harmattan, c'est un enregistrement que vous avez fait à l'époque. Ah oui, alors oui. Pardon, il faut que je précise ça. C'est effectivement J'avais collecté sur un tout petit magnétophone, de façon à ne pas impressionner les gens, des micro-cassettes. Je vais donner ma collecte d'une part au Musée des Arts et Traditions Populaires qu'il avait sauvegardé, et à une association qui s'appelle Ethnodoc en Vendée, qui est située au Perrier, qui avait eu ma thèse et qui voulait absolument avoir ce fonds de littérature orale. Et ce sont eux, donc c'est Art Expo qui a préservé, qui a d'abord fait que ça soit mis sur CD et puis préservé. Et ce sont eux, donc avec les éditions de l'Harmattan et dans le cadre du patrimoine immatériel qui produisent ce disque. Voilà. Ils ont beaucoup travaillé, tout le monde s'est impliqué, la communauté de communes de l'île de Noirmoutier a aidé aussi. Et voilà, aujourd'hui, enfin dans quelques temps, avant septembre. En septembre, je pense. Oui, je pense. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez me donner votre email et j'informerai, parce que pour l'instant, c'est vraiment un prototype que j'ai eu il y a à peu près une semaine. Voilà. Bon, donc si vous avez des questions qui sont entamées. Oui, mais j'ai une question idiote, parce que Karine Welchi, Lankou en breton, c'est masculin? Parce que je ne sais pas pourquoi, j'avais toujours imaginé, parce que je suis française, évidemment, donc la mort, mais en allemand c'est masculin et ça pose toujours un problème de traduction. Et vous avez dit, Lankou c'est un homme. Oui. Alors ça m'a beaucoup frappé. Lankou c'est masculin? Alors, le genre, je n'ai pas étudié le breton, mais en tout cas, c'est un homme, c'est clair. Donc, j'imagine que le genre grammatical peut être masculin. Ah, c'est clair que c'est un homme, oui. Et Elka aussi est un homme. Hein. Oui, mais ça me pose pas de problème. Mais par contre, je suis sûre, enfin, ou alors je suis la seule idiote de France, et je suis sûre que beaucoup de Français, en racontant Lankou, pensent que c'est une femme. Ah bon? Non, vous pensez que c'est un mec? Ah, ben je suis une conne alors. Mais n'empêche que c'est des questions très intéressantes. C'est comme la lune, par exemple. C'est la même chose. Quel est le genre? C'est le soleil. C'est très intéressant. D'imaginer un autre genre. Oui, tout à fait. Oui. Ah bon, très bien. Parfait, ben merci. Je suis la seule idiote de l'Assemblée. Mais non, on est quelques-uns comme ça. Il faut lui dire oui, autrement ils sont pas De contents. toute façon, on l'assume. Ça va durer trop longtemps. On n'en prend pas un mot, ça fait Donc, est-ce que vous avez d'autres questions, précisions? C'est dommage. Je voudrais dire mon point de vue de psychiatre. Non, je dirais, Vargas a très bien montré que ça n'a rien à voir avec des délires. Mais dans la sidération que représentent ces récits pour notre univers quotidien aujourd'hui, et c'est vrai, dans son roman, elle l'a très bien analysé, hein, puisque c'est une enquête policière et on pense qu'ils ont eu des hallucinations comme on en a dans la typhoïde ou dans la schizophrénie, c'est-à-dire une maladie, enfin des troubles de Nous la vous invitons psychique. Et maintenant à écouter je le voulais chant citer- de cigale de Patrick Fischmann. J'ai pas eu d'hallucination auditive. Et je voulais citer les livres de Jeanne Fabré-Saada, La mort, la vie, l'essor. Hein, et c'était aussi une expérience pas tellement personnelle mais familiale, puisque dans le bocage, il y a ces sorts qui sont jetés et dont elle dit, puisqu'elle a eu des élèves africains, d'Afrique noire, il y a encore comme ça, oui, qui disaient mais c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus dangereux, beaucoup plus horrible que chez nous, parce que c'est toujours des sorts à mort.
Et la personne finit par mourir, parce qu'on lui a jeté un speed, très bien ça, rejeté complètement. Mais ça arrive dans certains cas. J'ai lu d'autres publications comme ça, des femmes qui ont un adultère dans le sud marocain ou je ne sais pas quoi, qui sont isolées et elles ne meurent pas de faim, mais parce qu'elles meurent du mauvais sort, voilà, du mauvais sort que donne tout le groupe. Et elle explique très bien ça. Et mon père, qui était donc médecin psychiatre à l'hôpital de Sotteville, à côté d'Oran, recevait des gens parfois. Et ce n'est pas tellement les médecins qui adressaient ces personnes qui étaient ensorcelées, qui avaient vu les murs bouger, des phénomènes étranges, et elles venaient se réfugier à l'hôpital. Elles venaient se réfugier et qu'on essaye de les sauver de ça. Et ça n'avait rien à voir vraiment pour un bon clinicien. Pour un clinicien, ça n'était pas des phénomènes du tout psychiatriques. Ce n'est pas ça. Hein, et donc là, vous parlez d'une... Oui, ça laisse des marques physiques, quoi. Oui, des stigmates, par exemple. On sait que les mystiques ont eu des stigmates. Enfin, ça n'a rien d'aberrant par rapport à la science. Hein. Mais je voulais préciser que c'est vraiment cette transmission des mythes, de la peur et en même temps du triomphe sur l'adversité, puisqu'il y a les deux aspects, hein, qui se transmettent et qui s'inscrivent dans le groupe. Et il ne faut pas croire que dans les sociétés modernes, on est exempt de ça. Voilà. La première fois que je vous ai entendu faire le lien entre les chasses et Père Noël, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et moi, ce qui me frappe toujours, c'est que les enfants, on veut absolument asseoir sur les Pères Noël, mais ils ont une peur, en même temps, ils hurlent de peur. Et personne ne comprend pourquoi. Non, mais c'est-à-dire les enfants, on ne peut pas les tromper, ils savent. Ça, c'est formidable. Ça, et une deuxième chose, les enfants, quand vous vous promenez, ils ont toujours une question qui est fondamentale. Est-ce que c'est le vrai Père Noël ou le faux? C'est-à-dire toute la problématique du masque, et les enfants savent. À un moment donné, je l'ai dit, les enfants savent des choses que nous, je ne sais pas, on les avait évacuées, et eux, c'est instinctif, ils savent le vrai ou le faux, quoi. C'est magnifique. C'est magnifique. Oui, mais tout y est, alors tout y est. Hein. C'est une espèce d'intuition. Ah oui. D'autres questions dans la salle? Donc, on peut passer à la deuxième partie de notre matinée. Et c'est Chantal Rolésia qui va commencer. D'accord. Oui, alors, par rapport à la musique et le tout petit, c'est vrai que ce que je viens d'entendre, évidemment, peut faire rebondir, puisque la notion de peur, on peut la retrouver dans les berceuses. La dimension traditionnelle, elle est fondamentale dans ce qu'on transmet au tout petit. Et c'est vrai que voilà, c'est difficile de savoir par quoi commencer. Moi, je suis en fait donc musicienne et puis très intéressée par le travail avec les tout petits, la pédagogie en général. Alors, je vais peut-être plutôt faire une rupture pour rythmer un petit peu ce quatuor. Alors on va écouter deux petits extraits. Alors je vais quand même vous dire d'où ils viennent ces extraits. Ils ont été enregistrés dans une école maternelle à Saint-Denis, 93, banlieue parisienne, une école maternelle, et ce sont des extraits qui sont regroupés, réunis donc dans un CD qui accompagne un ouvrage coécrit avec des conseillers pédagogiques, mais aussi des enseignants de maternelle, et qui s'appelle Écouter autrement. Voilà, ça c'est chez RS, Nathan. Oui, c'est Nathan. Donc ils sont là. Ah, ils sont là, peut-être. Okay. D'accord. Et donc c'est toute une réflexion sur l'enregistrement avec les enfants à l'école maternelle. En tout cas, ce que vous allez entendre, ce sont des enregistrements qui ont été faits par les enseignants, mais c'était dans le cadre d'une réflexion sur enregistrer avec les enfants et puis travailler ensuite à partir de l'écoute de ces enregistrements faits avec eux, qui les impliquent. Hein. Donc c'est tout ce travail sur le vécu en fait des enfants vis-à-vis des sons, des bruits, de l'environnement, de l'école, de la classe,
enregistrement de débats, enregistrement des voix d'enfants, enregistrement de poésie, enfin de tout ce qui va faire, si vous voulez, la mémoire sonore d'une année à l'école. Voilà, donc c'est toute une réflexion qu'on a menée ensemble. Et on va donc écouter 2 petits extraits. Le premier, c'est donc la plage, je ne sais plus, ça s'appelle Impro, c'est moi qui ai le papier. Ça y est, j'ai perdu le fil. Ça doit être le numéro 3, je pense, ou 2. Un petit peu moins fort. Ok, ah bah oui, on n'entend plus. Il y a une gymnastique à faire. Donc, tout premier extrait donc, d'un enfant de 4 ans qui était dans la cour de récréation. Et voilà, une imitation de Michael Jackson, bien sûr. Hein. Alors, ce qui, moi, m'intéresse dans cet enregistrement, c'est non pas, bon, je dirais que ça ne m'étonne pas, personnellement, toute cette qualité, cette capacité d'imitation chez les enfants, tant au niveau de la mélodie, que des rythmes, que de l'accent, de la prononciation même de certaines syllabes, etc. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est la répétition. Et parce que si on écoute suffisamment, on se rend compte qu'au fur et à mesure des fois, enfin des phrases qu'il répète, eh bien c'est de plus en plus précis. Il travaille, cet enfant. Hein. C'est-à-dire que bien qu'il soit au milieu de la récréation, avec tous les bruits autour, il a à la fois cette capacité à être dans une écoute sélective de sa propre voix, hein, et en même temps d'écouter ce qu'il fait suffisamment bien pour avoir envie de l'améliorer. Et voilà, moi c'est une chose qui moi m'intéresse chez les jeunes enfants, c'est cette notion de jeu, bien évidemment, mais qu'à travers le jeu, il y a ce travail, si vous voulez. Et souvent, c'est vrai que pour beaucoup d'adultes, il y a un petit peu cette mise à distance, c'est-à-dire qu'on revient assez difficilement, en fin de compte, à nos propres expériences étant petits. Je pense que c'est très difficile pour les adultes, en fait, de se mettre au diapason des enfants, mais cette idée, si vous voulez, qu'à travers ce jeu, l'enfant va préciser et prendre plaisir justement à faire quelque chose de plus en plus réussi à son oreille. Et cette exigence-là, ils l'ont, les tout petits. Voilà, donc pour moi, j'adore ce travail avec les petits parce qu'on est vraiment au plus juste dans cette recherche de la qualité du son et de l'expression et de l'interprétation. Hein. Ce sont des mots qu'on peut même utiliser. On écoute un deuxième extrait, ce sont des enfants plus jeunes d'une section de petits. Hein. Donc vous voyez, petit, ça va être 3 ans à peu près. C'est un rituel, on va dire. Alors c'est la suivante. Merci beaucoup. Happy birthday to you. 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 Happy birthday to you.
Voilà, alors le son, merci. C'est excellent. Hein. C'est excellent. Bah, voilà, c'est de la musique à nos oreilles. Hein. C'est-à-dire que c'est vrai que déjà ces différentes voix font apparaître des choses très intéressantes. C'est que les enfants, évidemment, ne sont pas dans la perfection de la prononciation, mais y a des tas de syllabes qui en remplacent d'autres, enfin des consonnes, et puis des voix un peu timides, et puis des voix plus claires. Et donc il y a déjà tout ce travail aussi sur la qualité, là aussi, de la voix. Et puis ce Happy Anniversaire toujours, qui est une espèce de nouveau langage, hein, que les enfants trouvent de façon magique, on pourrait dire, mais qui ont complètement du sens. Hein, qui ont complètement du sens toujours. Hein, c'est toujours, on te souhaite le meilleur pour toujours. Donc il y a vraiment, d'ailleurs, des mots. Hein, je pense que si on a soi-même des enfants ou des petits-enfants, il y a souvent des mots qui sont inventés par les enfants et qui sont des mots qu'on pourrait trouver dans le dictionnaire. Hein. Je me souviens de ma fille qui, quand elle s'occupait de sa poupée, elle n'était pas contente, qu'elle reproduisait quand même. Voilà. On va tout savoir. On va tout savoir. Elle disait je fais une pâte à pète. Oh. Voilà. C'était pas la tapette, c'était la pâte à pète. Oh, une pâte à pète. Donc c'est vrai que c'est des mots délicieux parce qu'on sent bien qu'ils rajoutent. Moi, il voulait du gratin d'eau chinois. Voilà, alors on pourrait faire le tour du comme soir. ça. Ah oui, on pourrait faire le tour comme ça, je suis sûre qu'on en aurait d'autres. Voilà. Alors, pour revenir donc en fait au thème qui est le mien, qui est comptines, chansons, jeux de doigts, etc. Je voulais évoquer en fait un peu le répertoire de la toute petite enfance qui est ce qu'on appelle les enfantines. Je ne sais pas si c'est un terme qui vous dit quelque chose. En tout cas, il a été effectivement mis à jour, même si c'était un terme très ancien, par Marie-Claire Brunet-Liatour dans un ouvrage qui est réédité depuis régulièrement. Illustré par Michel Gué. Voilà. Et donc, qu'elle définisse de cette façon, à savoir des jeux qui impliquent le corps de l'enfant. Hein. Donc, c'est vrai que tu as évoqué la dimension plurisensorielle, tout simplement, c'est fondamental. C'est vrai que moi, je travaille beaucoup avec des jeunes parents, ou moins jeunes, mais enfin, bon, en banlieue parisienne, dans les écoles, ou parfois les structures petite enfance, eh bien, ces jeux-là ont énormément disparu par rapport aux comptines ou aux chansons pour enfants, hein, qui, elles, sont plus, je dirais, de l'ordre de la transmission purement auditive, alors que ces jeux-là sont de l'ordre de la transmission physique, directe, un peu comme le conte, peut-être un équivalent de la parole. Aussi. Donc il y a effectivement cette construction entre à la fois la perception visuelle, tactile parfois, hein, les sensations tactiles qui y sont associées, mais en tout cas quelque chose qui est de l'ordre de l'adresse directe à l'enfant. Et ça, on sait que c'est comme ça que ça marche avec les enfants, mais ça marche comme ça aussi entre les adultes. C'est vrai que c'est très difficile pour des adultes aujourd'hui d'apprendre par le biais des albums ou par le biais des CD, et même, je dirais, de la vidéo. Hein, parce que souvent, les gens disent ouais, on a le son, mais on n'a pas l'image, donc on va faire des vidéos. Eh bien, c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que c'est dans un partage, si vous voulez, interactif, que ces choses-là se transmettent le mieux. Moi, j'ai appris beaucoup, par exemple, d'Anne Bustaret, hein, qui a écrit L'heure est tendre dans les années 80. J'ai énormément appris auprès d'elle, mais pas seulement auprès d'elle, hein, auprès de professionnels que je rencontrais, etc. Donc, il n'y a pas mieux, de toute façon, de quelqu'un. Alors, c'est vrai que je peux vous faire un jeu de doigts, juste pour vous montrer l'intérêt de ces jeux. Alors, je vais me... Ouais. Monsieur Pouce, ma
Madame Pouce. Bon, sans le micro, c'est bien aussi. Oui, oui. Monsieur Pouce, Madame Pouce. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Monsieur et madame s'en vont se promener. Soudain, la pluie. Monsieur et madame s'en vont sous un parapluie tout gris. C'est tout. Voilà, ça, on va faire une analyse du texte. Alors, monsieur, on peut essayer si vous voulez. Monsieur. Non, d'abord c'est monsieur. En fait, souvent on part de. On nomme le corps. Donc c'est vrai que c'est très important pour les petits. Monsieur Pouce. Voilà. Madame Pouce. Bonjour monsieur. Alors la qualité du bisou. C'est-à-dire que le bisou, il peut. C'est ça qui va intéresser évidemment les enfants. C'est tous ces sons qui ne sont pas encore, qui sont des sons musicaux, on pourrait dire. Donc, ça peut être, etc. Parce que selon la façon dont vous le faites, vous insistez sur le côté personnage. Le bisou. Voilà, vous donnez la consistance à votre personnage. Voilà. On recommence. Monsieur Pouce, Madame Pouce. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour madame. Monsieur et madame s'en vont se promener. C'est bien. Alors on chante. Vous vous amusez comme ça. Soudain. La pluie. Alors ça peut être là aussi des variations, léger, fort. Quelques exemples. On peut jouer. Monsieur et madame, ça devient compliqué. S'en vont. Alors là, vous écartez bien vos doigts pour symboliser. Les baleines. Donc, je sais plus, monsieur et madame s'en vont sous un parapluie. Et là, vous pouvez laisser du silence, par exemple. Donc l'enfant va être attiré par le geste, la qualité de votre geste, le rythme de votre geste. D'accord ? Donc, ou alors, la pluie qui tombe de l'eau. Et puis, c'est la pluie qui tombe. Et puis après, tout gris. Et évidemment, la disparition, je ne suis pas psy, mais enfin, il y a évidemment les évocations, c'est la fin, bien sûr, mais c'est aussi la mort, c'est aussi pour mieux revenir. Donc on a aussi cette rupture, la nuit, le jour, les oppositions. Voilà ça. Merci, c'est gentil. Ben voilà, vous pourrez le faire donc, dès ce soir. Non, mais si vous voulez, c'est la tradition orale. C'est la tradition orale, ce qui veut dire que ça, même si on n'a pas les explications que je viens de faire, parce qu'on est colloque, mais sinon ça s'apprend. Il y a plein de choses qu'on n'explique pas, mais qui se font très bien à partir du moment où c'est fait avec les papas, les mamans et les enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Et après, c'est ce qui est signifiant pour la personne adulte qui va être pris.
C'est-à-dire que c'est parce que ça fait écho dans son esprit à elle, cette personne, qu'elle va avoir envie de le partager avec les enfants. Il n'y a pas, si vous voulez, il n'y a pas de recette, c'est pas technique, hein, c'est pas il n'y a pas de bon jeu de doigts au sens d'une forme finie. Ce qui compte à l'intérieur de ces jeux, évidemment, c'est la notion de dialogue et tout ce que l'enfant va pouvoir pêcher, chasser, voilà, par tout simplement vis-à-vis de son âge, mais aussi vis-à-vis de son attention, de ce qui l'intéresse, quoi. Voilà. Alors, pourquoi je parlais de ça? Oui. J'avais envie de passer un petit peu à la berceuse. Ça, on peut dire que c'est une enfantine. Parce que vous venez Alors ça, en fait, tout à l'heure, je parlais des enfantines, c'est-à-dire c'est tout ce qui est jeu qui implique le corps de l'enfant. Voilà. C'est-à-dire que c'est aussi le corps de l'adulte. Alors les jeux de doigts, les jeux de visage, qui sont très importants. Il y a souvent l'idée de la maison, hein, des portes, des fenêtres. Enfin. Il y en a des très jolis, hein, les jeux de visage. Nez cancan, vous connaissez peut-être? Bouche d'argent, menton de buis, joues brûlées, joues rôties, petit œillet, grand œillet, toc toc maillet. Donc c'est les jeux de rimes, hein, des jeux très poétiques si vous voulez, où on ne cherche pas à expliquer les choses aux enfants, où on est vraiment dans la dimension de la parole poétique. Mais avec le corps comme une espèce de partition. Hein, c'est-à-dire que l'enfant déchiffre cette partition que vous devenez en fait. Alors il y a aussi les jeux, qu'est-ce qu'il y a, les jeux de doigts, bien sûr, les jeux de visage, qu'est-ce qu'on a dit, il y a les sauteuses, les bateaux sur l'eau, les réparations, voilà. Donc en fait, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des jeux qui non seulement s'adaptent aux enfants, mais surtout au développement de l'enfant, c'est-à-dire y compris psychomoteur, le fait qu'il va s'asseoir à un moment donné, puis marcher. Et donc il y a ces jeux qui sont dans cette espèce d'accompagnement de l'enfant, mais aussi qui va l'aider à se découvrir lui-même et avec l'autre comme un partenaire. Et des jeux qu'il va pouvoir aussi retrouver d'une personne à une autre personne. Donc c'est une façon aussi de le socialiser, au sens de lui donner envie de retrouver ces jeux, cette fameuse besoin de la répétition, dans différentes situations de la vie, à différents moments de la journée, et avec des personnes qui ont des sensibilités artistiques, même on pourrait dire, différentes. Puisque selon la personne, ce ne sera pas la même voix, mais surtout ce ne sera pas la même interprétation. Et là, on est dans la dimension de la musique, puisque le même morceau de musique, que ce soit du Bach, du Schubert ou du Michael Jackson, ça va être interprété. Et donc, c'est pour ça que la musique, c'est un élément fondateur de l'humain, puisque c'est quelque chose qui renvoie à la dimension humaine, mais surtout personnelle, la sensibilité de quelqu'un en particulier. Voilà. Bon. Mais je voudrais dire juste pour la Oui. musique que moi, dans ma collecte, Ce qui a été finalement le plus facile à collecter, c'est les chansons. Parce que les gens se réunissaient à 2 ou 3 ou plus, certains connaissaient l'air, d'autres les paroles, et au fur et à mesure, ils commençaient et les choses revenaient, soit grâce à la musique, souvent c'était grâce à la musique et à la rime, et donc ils reconstituaient la chanson passée, plus pratiquée de cette façon-là. Ça, c'était vraiment les plus beaux moments de reconstitution du patrimoine oral, le plus facilement reconstruit. Non, mais c'est sûr, parce qu'il y a une mémoire musicale qui va aider à la mémoire des mots. Ouais, et c'est vrai que ce qui est très important dans ce que vous dites, c'est cette répétition de la mélodie qui, elle, parfois, ça dépend des chansons, mais qui va permettre que le discours et le texte se posent sur cette mélodie. Et donc, souvent, c'est la mélodie qui entraîne la mémoire des mots.
Je pense à justement une chanson que j'aime beaucoup, une berceuse très connue. Dites-nous un mot ou deux, on va peut-être y arriver. Oui. Non, j'y ai pensé tout à l'heure, mais il y a tellement de choses dites dans un colloque qu'on oublie. C'est sur le disque Les berceuses du monde entier, là. Une chanson française, chantée par Colette Mani. Non, c'est pas Toutouic. La chanson. Non. Ah, vous avez une bonne culture musicale. Non, la chanson du Nord, là. Et ça parle de quoi? Petit couchin, un gros rougein. Non, c'est pas celle-là, en fait. Et ça parle de quoi? Justement, c'est en dernier que ça vient. Oui, enfin, c'est pas grave. Mais toujours est-il qu'elle parle justement de la difficulté de la... Enfin, ça va me revenir. Quand je vous parlais d'autre chose. On va écouter autre chose. J'ai encore un peu de temps ou pas? Oui. 5 minutes? Un petit peu, 10 minutes? Voilà. Je voulais vous faire entendre justement quelques berceuses étrangères. Parce que moi, j'ai pas mal travaillé sur les... Comment on appelle ça? Le collectage de comptines et de chansons et de berceuses du monde auprès de parents dans toutes les langues, un peu, beaucoup de langues différentes en tout cas, en banlieue parisienne. Mais là, ce n'est pas des extraits que j'ai enregistrés, c'est des extraits de disques très très intéressants. S'appelle Le chant des enfants du monde de Francis Corpato, qui d'ailleurs a déposé ses enregistrements, tous les enregistrements qu'il a fait pendant une vingtaine d'années, dans différentes régions du monde. Le chant des enfants du monde, ça veut dire rien? Francis Corpato, Toutes les bonnes bibliothèques ont ça. Ouais, voilà. Et donc on va écouter quelques petits extraits qu'il a enregistrés. Alors c'est sur le disque, le deuxième, okay. Et c'est la plage numéro 1. Dormi, dormi mio piccin, tra le braccia della tua mamma, fai la ninna, fai la nanna, tra le braccia della tua mamma, ninna nanna, bel bambino, tra le braccia della tua mamma, dormi, dormi mio piccin, tra le braccia della tua mamma, fai la ninna, fai la nanna, tra le braccia della tua mamma, ninna nanna, bel bambino, tra le braccia della tua mamma, dormi, dormi mio piccin. Je n'ai pas besoin de vous traduire. Ça va. Hein. Donc là, on a vraiment le balancement. Hein, le balancement qui va petit à petit. On l'espère. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire. Une autre berceuse. Plage 2. So dila, wone du kozeri, teme banadiri, teme banazuda, so dila, wone du kozeri, teme banadiri, teme banazuda, so dila, wone du kozeri, teme banadiri, teme banazuda, so dila, wone du kozeri, teme banadiri, teme banazuda. So dila, wone du kozeri, teme banazuda, teme banadiri. So dila, wone du kozeri, teme banadiri, teme banazuda. So dila, wone du kozeri, teme banadiri, teme banazuda. Ça n'a pas endormi, hein? Alors, ça veut dire quoi ça? Mais peut-être qu'il imite justement le lion dont on parle dans cette chanson. Soodila. Donc ça vient de quel coin? Afrique, donc Cameroun, exactement, dans la langue Baya. Et alors, taper sur les fesses, hein, c'est une espèce de... Donc il y a une dimension aussi de secouement. Et puis la menace. Hein, il y a une petite menace, il y a le lion qui est là, pas loin. Il faut faire dodo, il y a les liens. Hein, c'est voilà. Elle est une autre.
C'est la plage 6. Ça me donne pas du tout envie de dormir. Pardon. Celle-ci est déjà mieux que les deux premières. En rythme, je veux dire, les deux premières, moi j'ai envie de marcher. Oui. J'ai envie d'aller me balader en écoutant ça. Alors celle-ci est déjà mieux. Le problème, c'est qu'à chaque fois, il y a. Oui, c'est ça, ça réveille. Putain, qu'est-ce que là, je comprends pas. Chacun a ses références au niveau du son. Hein. Oui, donc là, c'est quand même un son qui réveille, ça. Non, c'est non. Il est en train de brailler terriblement, hein, quand même, au départ. Je te dis pas le contraire, mais celle-ci, ça s'endormait bien. Mais à chaque fois, elle relance. C'est ça qui est étrange. Oui, alors c'est étrange à nos oreilles. On n'est pas des bébés. C'est même pas occidentales, parce qu'en fait, nos oreilles, elles sont. On a tous les oreilles différentes. Mais elles sont marquées par notre culture. Les deux premières, oui. Si en fait la mère ne chantait pas avec son enfant sur le dos en train de travailler, et que ça arrive. Il y avait ce rythme. C'est pas forcément expliqué dans les extraits que nous propose Francisco Pato. Parce que malgré tout, les deux premières, on a l'impression que c'est quand même un rythme de marche. Oui, alors, alors je peux pas faire une conférence sur la berceuse, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup à dire sur les berceuses. Et justement, une des formes de berceuse, c'est de partir du rythme rapide de l'enfant. Mais il y a d'autres gens plus près de chez nous qui ont dit des choses extraordinaires là-dessus. Je pense à Michel Audin, des gens comme ça qui ont dit il suffit de poser la main sur le cœur, sur la poitrine de l'enfant, de sentir y compris le rythme de la respiration et le rythme cardiaque, et de chanter en phase avec ce rythme, et petit à petit de ralentir ce rythme. Alors là, ça ne ralentissait pas du tout. Oui, mais vous savez, une berceuse, je crois qu'il y a une autre dimension du temps dans certains pays dits traditionnels où ça peut durer longtemps un chant comme ça. Donc là, on a un petit extrait, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas évoluer justement. Parce que dans le principe de la berceuse, c'est, je dirais, la mise au diapason de la mère auprès de son petit. Hein. Donc soit elle va baisser l'intensité de sa voix, soit elle va ralentir petit à petit. Bon. Comme nous on le ferait sur Dodo l'enfant d'eau. Et alors, je ne sais plus ce que je voulais dire du coup. En tout cas, le brrr comme ça, c'est les enfants. Alors, ça, c'est justement des jeux. C'est-à-dire que c'est aussi pour attirer l'enfant, l'aider à se concentrer en fait, sur un son. Et de ça, l'enfant va oublier le reste. En fait, ses pulsions. Et donc, il canalise. Et puis là, c'est fort. Hein, si vous, quand on parle de musique, il faut toujours penser acoustique, et là évidemment les sons sont très forts, mais c'est plus pour le plaisir de l'écoute aussi. Bon, si on met trop faible, on en parlera. Mais il faut voir ça dans un univers aérien où le son est beaucoup moins comprimé. Mais ceci dit, ce qui est très clair, c'est que ça attire l'enfant, ça l'aide à se concentrer quelque part sur le visage de l'adulte, même s'il ne le voit pas. Il ferme les yeux, il commence à fermer les yeux et il entend la voix. Et la voix lui sert de fil d'Ariane, enfin le fil qui relie à la personne psychologiquement. Quoi. Alors ça c'est Équateur. Équateur c'est Quichua. Ah oui, d'accord.
Mais bon, les bruitages, on en trouve dans beaucoup de pays du monde. C'est très joli en plus. C'est peut-être un grillon, c'est peut-être quelque chose qui existe. Oui, alors il y a énormément de voix qui reprennent les sons de l'environnement. Voilà. Qui créent une espèce de rapport corporel en fait. Les mots, c'est une partie des chants, mais souvent il y a le bruitage vocal qui est beaucoup utilisé. Les enfants sont très attentifs à tous ces petits bruits qui vont attirer, recentrer l'enfant en fait. Je crois que je vais m'arrêter là parce que... Oui, en fait, juste une dernière question. Le collectage que tu fais actuellement, je crois, justement en Saint-Denis, le but, enfin, qu'est-ce que tu comptes en faire? Où ça? Quel collectage tu parles? Parce qu'il y a la collection évidemment chez Didier. Chez Didier, voilà, ouais, mais là c'est différent. Oui. Là c'est un collectage plus... Ah non, quand je collecte dans les écoles, voilà. Je collecte pas en fait. D'accord. C'est-à-dire je travaille, ça c'est le travail de l'association que je dirige, Musique en Herbe. Et l'idée là pour moi, si vous voulez, et d'ailleurs on a des subventions pour ça, on a des subventions... je cherche des subventions. Barthelone va donner des ordres. Alors, dans le cadre de la parentalité, c'est la DAS, enfin le REAP, le réseau d'aide à la parentalité au niveau de la DAS. Enfin, maintenant, c'est repris par la CAF. Enfin, c'est un peu compliqué tout ça. C'est toujours le même dossier. Là. Et ça, c'est un dossier donc, de demande de subvention, de soutien à la parentalité, et ce qui nous sert à mener des projets dans les écoles plutôt maternelles de Seine-Saint-Denis. Et puis aussi, j'ai une subvention, enfin je dis j'ai, parce que c'est moi qui fais les dossiers, du conseil la région. Oui, la région. Voilà. Bien. Alors tout ça pour dire que, par exemple, je vous montre, hein, vous pourrez venir voir si vous voulez. Là, il y a 62 comptines qui ont été enregistrées auprès des parents de 2 classes. Non, une classe, pardon. C'est une classe maternelle. Notre objectif, c'est que tous les parents de cette classe viennent apporter, alors ce qu'ils veulent, hein, ils choisissent dans ce qu'ils ont envie de transmettre, non seulement à leur enfant, parfois à leur enfant pour la première fois, ils utilisent cette opportunité pour rechercher dans leur mémoire. Il y en a qui téléphonent au pays. Là, par exemple, il y a une dame algérienne ou tunisienne. Elle a appelé au pays, elle a appelé sa famille pour retrouver les paroles exactes, pour livrer à son enfant quelque chose de bien. Voilà. Et ça crée donc tout un lien intergénérationnel très important. Et puis, c'est cette sensibilisation des enfants de la classe à toutes les langues. Donc là, par exemple, il y a, je ne sais plus, peut-être 25 langues différentes dans une même classe. Donc forcément, c'est hyper intéressant. Quoi. Voilà. Donc les parents viennent à l'école, on les enregistre, et les enregistrements sont l'objet, si vous voulez, de tout un travail par l'enseignant tout au long de l'année. Non seulement d'identifier les langues, mais aussi de chanter certaines chansons qui sont relativement faciles, ou en tout cas que les enfants ont envie de reprendre. Et après, on peut imaginer aussi une sensibilisation à l'écriture, l'écrit, enfin toutes les graphies, les langues écrites. Et c'est diffusé? Pas du tout. Il y a, si vous voulez, il y a une éthique, si vous voulez, enfin pour moi c'est de la tradition orale. Et c'est vrai qu'il y a tout un respect de la personne qui vient apporter ces chansons. Donc les parents les récupèrent parfois. Ah ben ça c'est offert à chaque parent, à chaque enfant, pardon, à la fin de l'année. Et ça reste à l'école comme mémoire Oui, oui, il y a l'inspectrice là, c'est pour les familles. Il y a le social pédagogique, il y a... Bien sûr. Oui, non, c'est pas diffusé, je dirais, largement. Voilà. C'est un autre projet. Didier Jeunesse, c'est autre chose. C'est vraiment là des projets publics. Là, on est dans une parole plus... Alors, peut-être qu'un jour, on fera, parce que là, j'en ai des dizaines maintenant. Ça fait 12 ans que je mène ce genre de... Alors, je m'excuse, mais le temps passe.
Donc Chantal reste un peu là en début d'après-midi, Ouais, donc si vous voulez continuer à discuter avec elle, et elle vous présentera toutes ses collections. Je laisse avec plaisir la parole à notre Anne-Marie Bonafé. Bonjour, alors c'est vrai qu'il est un peu tard, mais ça va me donner l'occasion. Alors d'habitude, je ne commence pas comme ça directement. Je me mets à l'abri d'un mur de livres. Voilà, j'en ai là, je les ai choisis, vous pouvez les regarder. Voilà. Puis je dis, bon, voilà, je m'arrête maintenant. Mon propos a été dit. Il y a des enfants qui ont des livres dans leur foyer. Et il y en a qui ont droit. Voilà. Je vais écouter. Et je suis ravie d'intervenir ici, dans ce cadre de la, comment on a dit, littoralité. Pas littéralité. Et c'est vrai que, contrairement à ce qu'on nous prête parfois à ces actions culturelles contre les exclusions et ségrégations, on cite lire à bébé, c'est-à-dire tout ce que j'aurais peut-être pas trop le temps de vous redire. On me dit, mais Marie, il faut que tu redises ça. Bon, mais après on me dit, oh, je répète un peu. Alors ça m'embête. Mais je voudrais vous dire un peu des choses nouvelles. Donc, voilà, c'est pas une catastrophe absolue. C'est très ennuyeux pour l'insertion dans notre société où, comme le disent les spécialistes de l'illettrisme, encore c'est un phénomène beaucoup plus vaste, ne pas maîtriser la langue écrite, ça ne se réduit pas à l'illettrisme, même là. Les autoroutes ne sont pas faites pour des calèches. Et c'est vrai que dans notre société, on disait, disons un cultivateur illettré dans mon enfance, c'était quelqu'un qui pouvait très bien gérer mieux son entreprise que beaucoup d'autres personnes. Souvent c'est sa femme qui écrivait les documents et tout. Et maintenant, on ne trouve pas de travail, on est souvent réduit à la misère parce qu'on ne maîtrise pas la langue écrite. Donc on retombe sur des hiérarchies et sur une violence qui est une violence sociale en fait. Pourquoi nous insistons pour qu'il y ait des livres? Alors, ces expériences, moi je pense qu'on ne les apprend pas dans les livres justement, comme disent les enfants. Vraiment, il faut faire comme les Anglais, les Britanniques, qui reçoivent 3 paquets de livres. Les Britanniques, je dis bien, les citoyens britanniques, parce qu'en France, il n'y a pas de politique culturelle pour la petite enfance. Là-bas, il y a un ministère de l'Éducation qui couvre aussi la petite enfance. Il nous faut réfléchir à ça, c'est ça dont je voulais politiquement. Et donc, ils reçoivent à la bibliothèque ou à la PMI, l'équivalent, 3 paquets de livres à 0, 18 mois je crois, et l'entrée à l'école. 3 bibliothèques dans des petits sacs. Pour les enfants, là j'ai un dossier, on a fait une journée où ils sont venus. Et il faut que ça se passe. Les frégates anglaises sont en train de nous dépasser. Ils nous ont dit l'idée venait de vous, on l'a appliquée. Ils ne le pensent peut-être pas tous. Alors on est intelligent, mais par contre on a une multitude quand même d'expériences comme Chantal les fait. Heureusement. Il faut les recenser, il faut les réunir physiquement. C'est pas parce qu'on fait des cours, qu'on distribue des textes, il faut se voir ensemble, parce que c'est des catégories sociales professionnelles différentes. Les assistants maternels nous apprennent beaucoup, les instituts nous apprennent beaucoup. Et nous, les médecins psychiatres, les linguistes comme Evelio Cabrero, je suis psychanalyste, notre vice-président, on s'apporte mutuellement. Et dans cet tâtonnement dans les hiérarchies sociales par rapport à l'écrit, je crois que c'est tout à fait essentiel. Pour faire pénétrer le livre, il faut se mettre physiquement et s'aimer à plusieurs. Je crois que c'est une chose très importante. Donc, pour ce qui est des idées théoriques, ce qui est important pour constituer le langage et l'accès à l'écrit, c'est l'oral, c'est le langage du récit dans l'oral. C'est ça qui est important, et je ne vais peut-être pas m'appesantir aujourd'hui, bien comme dit ce qu'il faut que je répète tout de suite, nous l'avons. Alors il y a d'autres brochures, elles vaut 5 €. Donc non, ça c'est un très beau livre. La brochure tricolore. Donc il y a une petite pause, c'est bien. Voilà. Il y a les cahiers d'accès, il y a... Bon, j'ai amené un livre qui est peu connu, notre fondateur, René Viatkin, où il y a des articles de nous tous, dont Evelio, qui est aussi une chose très intéressante. Voilà. Donc l'important, c'est de transmettre la langue du récit. Il faut bien sûr donner la langue du quotidien, la langue des actes, c'est indispensable. Il ne faut pas toujours parler comme dans un livre, comme vont nous redire les adolescents, et puis il faut parler une belle langue du récit. Voilà.
C'est ça sur quoi je voulais m'appesantir aujourd'hui. Les enfants sont très sensibles, je ne vais pas donner d'autres exemples, je l'ai dit, et nous sommes tous très sensibles à la qualité d'un texte, à sa vérité par rapport à la transmission d'un mythe, par exemple. Hein. Et j'ai lu, il y a beaucoup d'ignorance à ce sujet, j'ai lu dans le journal du Monde, un article d'un savant qui s'étonnait comment on allait apprendre la métaphore aux enfants des collèges. Mais les enfants naissent avec la métaphore. Et alors, j'ai dit, le bébé qui est en vous. Pourquoi c'est compliqué? C'est quand on a franchi des étapes, et des étapes avec un corps physique, avec des gens qui se parlent, qui apprennent à se parler, avec des professions différentes, des hiérarchies de responsabilité, c'est très important, n'oublie pas le directeur ou la directrice, mais on parle aussi à ceux qui font le travail de base dans une équipe. Donc ça, pour faire surmonter ces grands fossés, c'est très, très important. Mais aussi, pourquoi c'est difficile? C'est parce qu'on touche à l'intime. Tu comprends? Tu m'as dit, oh, la psychanalyse, comme ça, en rigolant. Mais cette comptine, et j'ai ajouté, et la nuit. Parce que le grand moment où on raconte des histoires, c'est quand même le moment du coucher. Le moment où la nuit tombe. Et où on ne sait pas, quand l'enfant grandit, si on retrouve ou non la personne le lendemain. Parce que les enfants se posent les vraies questions. Ils ne se les posent pas tout seuls, mais ils se les posent. Et comment ils se les posent? Ils se les posent métaphoriquement. Ça, c'est très important. Alors, je voulais vous... On a un peu de temps, quand même. Comment ça a évolué, moi? Voilà. Oh, je me suis dit, c'est formidable, c'est le Loir. Et alors, ça a évolué pour moi. Et pour vous aussi, ça a évolué. Je suis à côté du Loir. Et je me suis dit, mais je vais leur servir ma cuisine, là, en truc. Voilà, les enfants pensent à la métaphore. Au début de la matinée, j'ai pensé ça comme ça. Vous leur parlez du Loir, ils voient tout de suite une petite bête velue, mais qui peut mordre, mais qui enfin on peut caresser, enfin tout ce qu'on peut faire avec les animaux, on peut la dominer, enfin etc. etc. Voilà. Et puis, quand j'ai été sur le point de prendre la parole, là juste avant, je me disais oh là là. Et alors je me suis rappelé, moi je suis très marquée par Alice au Pays des Merveilles, comme m'a vu peut-être un petit peu tôt, parce que c'est quand même un peu dur. Hein. Il se trouve aussi le contexte. L'évolution des métaphores. Hein. On a lu, j'ai un petit chat qui est mort à ce moment-là parce qu'on a été à Marseille, on était à Marseille, il y avait des bombardements, on passait beaucoup de temps dans les caves de l'église Saint-Victor pendant les gouvernements. Je suis dans l'enfance, hein, j'ai l'impression, je peux mélanger des mots. Et donc, cette histoire que ma mère me racontait, peut-être un peu tôt, hein, j'étais quand même petite, je ne veux pas préciser, très petite, et voilà, et le petit chat était mort, et donc ça alimente cette métaphore. Et puis j'ai pris ça et je me suis rappelé vous savez, du repas où on plonge la tête du Loir qui dort tout le temps. Alors ça, je ne sais pas si les enfants pensent que le Loir dort, c'est un peu énigmatique cette histoire. On lui plonge le nez dans la... Je me suis dit, mon Dieu, ils vont dormir, et puis moi aussi, où j'en suis, après tout ce temps. Donc j'essaye de vous montrer comment une métaphore peut évoluer pour un adulte et aussi pour un enfant différemment. Ils sont extrêmement savants dans le langage. Et leur grande affaire, c'est justement de savoir ce qui est en vrai et ce qui est en faux. Voilà. Et j'avais envie de vous parler un petit peu plus que ce dont je parle d'habitude, c'est-à-dire les différents types de langage et pourquoi c'est important. La langue écrite, c'est très important de mettre en contact les enfants. D'habitude, tiens, je n'ai pas pris mon petit ballon de football, comme ça, imaginez-le. J'ai un petit ballon de football. Il faut que les enfants jouent avec la langue écrite avant de l'apprendre. C'est très important. Et qu'ils jouent absolument gratuitement et qu'ils fassent les progressions bien décrites par l'école de Piaget, les comportementalistes et Emilia Ferrero, qui a montré les étapes. J'ai toujours cette observation de l'enfant à qui on lit bébé chouette, et qui dit à 4 ans, il dit « Pourquoi Citroën ?» sur les guillemets, vous voyez, hein, une voiture rapide, est-ce que je ne sais quoi. Il lise tous les signes écrits, il joue avec. Lion, vous êtes mon lion superbe et généreux, parce que le lion n'est pas que menaçant, hein. C'est aussi le roi des animaux quand même, non? Et puis le taureau, oui, c'est ça. Bon, la crinière, tout ça, donc ils ajoutent une crinière, et dans les petits mots des grosses bêtes, ils ajoutent des lettres. Et dans les mots
qui désigne les petites choses, les poules, les puces, c'est bien, mais si c'est papillon, ça les laisse assez perplexes pour écrire papillon, vous voyez, parce que c'est quand même une petite bête, mais enfin ça a des ailes, etc. Donc ils mettent toute leur théorie métaphorique à leur façon, qui est très important de respecter, dans leur premier pas dans l'écriture. Et ils sont passionnés de langage, parce que le langage, le dit très bien Elio Cabrero, le langage leur permet de conquérir le monde, de comprendre la vie, de comprendre la mort, de comprendre tous les jeux, les supériorités des œuvres des autres, nous l'a très bien montré à leur façon. Et ce sont des choses très intimes qui existent en nous, qui existent dans les adultes que nous rencontrons, qui ont des enfants, qui n'ont pas d'enfants, qui immédiatement se disent « mais j'ai pas fait ça ». Et ce ne sont pas des choses qu'on dit à haute voix, tout ça, parce que cette espèce d'illusion qu'on dit tout. Bien sûr que non, on ne dit pas tout, on dit un langage convenu, quels que soient les domaines. On ne livre pas ce genre de choses. Donc les gens se taisent, prennent du recul. Et ça, c'est très important. Ce qui a été dit sur le fait de se taire, moi, m'a beaucoup passionnément intéressée, parce qu'il y a aussi tout un convenu de se taire socialement. Et qui est aussi ambivalent. Je sais plus de choses que vous. Vous savez peut-être plus de choses que moi, j'en écris, mais je sais aussi, moi, plus de choses que vous, mais je ne vais pas forcément vous le dire en donnant de l'explication qu'on ne se donne pas forcément à soi-même. Et cette chose quand on entend ces chansons, le bébé renaît en nous, est quelque chose qui est quelque chose de très sensible, de très intime, et on est là en train de faire intrusion dans le monde des personnes. C'est pour ça qu'il est très important de travailler avec les personnes qui connaissent habituellement. Et c'est vrai qu'en France, on a un gros retard. Tu as lancé, mais c'est dans toutes les bibliothèques. Quand on travaille avec les livres ou les contes, on n'a pas le réflexe d'aller immédiatement à la bibliothèque. Je me souviens au Québec, il y avait une semaine où il y avait un concours de raconter des histoires, et c'était l'évidence qu'on va d'abord à la bibliothèque. C'est une chose qui tombe sous le sens. Et il y avait une personne qui était très élégante, comme une conteuse toilette, qui s'appelait Essaimeuse de livres. Et elle était habillée en trappeur, mais attention, trappeur, moi j'aurais bien aimé avoir sa tenue, c'était vraiment extrêmement distingué. Très joli, etc. Ça ne faisait pas trappeur des bois, malfagoté, du tout. Une hôtesse de l'air en trappeur. Quelque chose comme ça. Et oui, c'est ça, comme toutes les filles qui veulent être hôtesse de l'air. Bon, voilà, c'était ce rêve-là. Et c'était quelqu'un qui était plein pied avec la bibliothèque tout le temps, et qui échangeait tout le temps sur ce savoir. Et c'est vrai que ce jeu... Et alors, là aussi, c'est une idée récente, parce qu'on a quelque chose qui nous ennuie en ce moment, c'est que ça se tourne en lecture collective. Alors ça, je comprends. J'ai dit à Brest, parce que je circule beaucoup comme ça, les uns ou les autres, et dans une grande assemblée où il y avait la bibliothèque, et il y avait Hélène Resmond, avec son camion itinérant pour les livres et les bébés, et il y avait tous les personnels de petite enfance, justement, toute la hiérarchie. Et une assistante maternelle a dit, mais on fait bien de raconter au groupe, puisque chaque enfant a son interprétation. Alors, bon, on a discuté, j'ai dit très spontanément, les bras m'en tombent. C'est quand même beaucoup plus difficile de raconter à un groupe d'enfants entre 8 mois et 4 ans que de raconter à un seul enfant en disant à l'autre, chacun son tour, comme on le montre, ça c'est très bien montré. Donc nous, on prône évidemment pour les petits en privilégiant, c'est pas mal de raconter en groupe, ça peut détendre comme on chante, ça peut détendre l'atmosphère, etc. Mais en fait, le contact avec un livre, ça doit quand même se passer plutôt individuellement. Mais je me rends compte, nous nous rendons compte, que ce plaisir personnel, intime de lire un livre, les adultes qui le font ne possèdent pas ça forcément. Et nous devons en tenir compte. Nous devons nous-mêmes rappeler qu'on peut relire un livre. Je me souviens d'un vice-président du Conseil général qui me disait « Vous avez raison, chacun a son héros, moi c'est Robin des Bois ». Et tout à coup, un roman policier, Fred Vargas, ce livre très bien, va aller à la rencontre de cette culture que tout le monde a. Tout le monde a cette culture. Alors, je voulais vous faire une petite... ça m'a beaucoup inspiré. Et ce matin, ce mystère de comment les enfants vont dans la langue.
Alors, je pense que l'enfant a donc ce sens aigu de la réalité. Freud l'a très bien montré dans un article, d'abord tout ce très beau livre sur Léonard de Vinci, un peu compliqué, Souvenir d'enfance de Léonard de Vinci, mais il a fait un tout petit article qui est aussi un peu complexe et pour lequel il faut savoir sa théorie, mais heureusement, nous avons quelqu'un comme Winnicott, qui était un psychanalyste de haut niveau, qui connaissait évidemment très à l'aise avec l'œuvre de Freud, et qui nous a donné, parce que Winnicott a toujours travaillé comme je l'ai défini, comme nous le définissons tout à l'heure. Et donc ces articles sur l'objet transitionnel, le doudou, sur la préoccupation maternelle primaire, c'est-à-dire ce délire dans lequel sont et la mère et où tout le monde s'identifie quand l'enfant naît, où on pense vraiment que c'est un être tout à fait constitué, et ensuite sur quelque chose de très important, on va parler quelques minutes, qui est la capacité d'être seul en présence de la mère. Je vois, la mère, c'est évidemment la mère, le père, un professionnel qui donne les soins maternels, mais toujours en référence à la mère génitrice, toujours. Avec des complications, si selon qu'on est élevé dans le foyer, ici, là. Mais il y a toujours l'idée qu'un enfant, il est sorti du ventre de sa mère et qu'il fallait quand même qu'il y ait une scène particulière, la nuit ou pas, pour que l'enfant vienne au monde. Il y a toujours cet imaginaire refoulé qui est, quand on s'occupe d'un bébé et que nous-mêmes, on a fait ce genre de choses. Voilà. Et donc, dans cette évolution, le parent, la mère, la personne qui donne les soins maternels et le langage du corps, et les images, puisque l'enfant reconnaît un visage à la naissance, le dessin d'un visage à la naissance, ça aussi, on l'a écrit. Hein. Donc les formes, les couleurs, l'enfant voit probablement le rouge à travers un peintre qui me disait ça, à travers la peau, le sein et tout ça. Le rouge est particulièrement fort. Le rouge, le noir, le blanc, comme l'a bien vu Tana Oban dans ses albums, l'ombre et la lumière. Donc là, tout cela va être donné à l'enfant, mais il faut bien se dire qu'un nouveau-né, c'est quand même particulier. On ne se dit pas que on peut dialoguer avec lui. Et pourtant, mais qu'est-ce qu'on parle autour du nouveau-né? On a, dit Winnicott, une sorte de délire. Alors, je dis c'est un délire tendre, un délire doux, hein, la préoccupation maternelle primaire. Bon, j'ai un souvenir personnel, le gamin il faisait des trucs avec ses bras, et tout le monde l'a dit, parce que c'est repris en cœur, théorie bizarre de la mère, il sera cycliste comme son père qui faisait des courses de vélo, même il a abandonné, après il a fait des études de médecine, etc. Donc, le nouveau-né sera cycliste, c'est évident. Et tout le monde y croit. C'est délirant. Et donc, la mère, juste avant la naissance et juste après, dans cet acte de mettre au monde, qui est quand même, on ne peut pas rentrer dans la rationalité. Hein. Voilà comment c'est indispensable pour que ça devienne un deuxième être. Ensuite, il y a tout, je ne vais pas vous faire la leçon, on n'a pas le temps, vous pouvez le voir, là, attention, ça dormait. Il y a ensuite toute la période de l'objet transitionnel. Avec ce Winnicott qui était, je ne sais pas s'il avait des ballons, il jouait tout le temps. Hein. Au début des réunions, on les trouvait, lui et sa femme, sous la table, avant de commencer la réunion scientifique. C'était des grands joueurs, des joueurs comme des enfants. Donc, l'objet transitionnel, c'est une chose, c'est un objet, mais c'est aussi l'objet qui n'est pas le sujet. Rome, l'unique objet de mon ressentiment. Voilà. Donc c'est la constitution de l'autre comme sujet. Cette nécessité de l'objet transitionnel, du blue blanket, du couverture consus, avec les odeurs, avec la matière, etc. Donc avant, il faut lire l'article sur la constitution de l'objet transitionnel, avant que l'être puisse dire moi je, tout simplement, être un sujet, moi, et je sais si ça sera important après, il y a cette nécessité de conquérir le monde pour en avoir moins peur, et on a peur, mais en même temps on a très envie de le conquérir à l'aide d'un objet qu'on possède et qui va se fusionner en quelque sorte avec la mer. Et ensuite, il y a un temps très très important, la capacité d'être, c'est aussi un petit article qui s'adressait à toutes sortes de professionnels, la capacité d'être seul en présence de la mère. Serge Boimard, quand il parle des enfants, du refus scolaire des enfants, rappelle ça. Tous les bons enseignants, par exemple. Quand on sent un enfant angoissé, qui tout à coup ne pense plus, quoi, en quelque sorte, il est
est important de se mettre à côté de lui sans intervenir du tout, d'être physiquement à côté. C'est très important. Et le bébé, moi je dis, à un moment on disait, il faut lâcher les baskets des bébés. Et, comme disent les ados, comme nous disent les ados, on reprend à tous les niveaux. Et donc, il faut laisser le bébé évoluer tout seul, justement, ou avec d'autres enfants d'ailleurs, puisque les bébés s'apportent aussi beaucoup entre eux. Ils ont le langage des crèches, par exemple, ou des choses comme ça. Il faut le laisser évoluer sans intervenir du tout, sauf s'il passe, si ce n'est paisiblement à pleurer, comme on a entendu l'enfant pleurer, alors là on intervient. Mais on intervient secondairement. Et alors, l'idée que je voulais développer là, mais quand même, c'est étrange ce lien, c'est pas le lien qu'on a entre deux adultes, hein, c'est pas ça. Comment faire? Eh bien, là on en vient à ces 30 ans d'observation que nous avons maintenant. Ce qui est tout à fait l'atout que nous avons, et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que les bébés sont sensibles à la qualité esthétique. Et ça réveille en nous notre qualité esthétique. Et ce qui fait le lien, ça aussi on pourrait tenir des textes psychanalytiques, et ce que c'est qu'une œuvre d'art, c'est relativement facile, c'est très compliqué, etc. Mais quand même, l'œuvre d'art, c'est la création d'une certaine réalité qui nous permet d'accepter les aspérités du monde. Voilà. Donc l'enfant, il a très tôt, nous avons tous très tôt un sens de la réalité, à notre façon. Je pourrais donner des exemples. Mais le monde réel soit en même temps, on en a peur, c'est dangereux, et en même temps, c'est quelque chose de très excitant que l'on veut conquérir, en devenant soi-même, et en liquidant, supprimant toute dépendance, etc. Donc l'enfant a soif du monde extérieur, et il essaye de repérer la réalité du monde et la réalité de son entourage. Très tôt, on pourrait donner des exemples. Et dans les histoires, on déplace ça à l'extrême de son désir. Bon, par exemple, quand Sophocle écrit Édipe, puisque c'est un grand exemple de psychanalyse, et bien Édipe, il réalise son désir, voilà, il met sa maman, voilà, il salue à sa femme, qu'il fasse tous les enfants d'un rêve pareil, à un moment, hein, l'être qu'on aime le plus au monde, et puis après, on aura l'interdit. Oui, mais ça vient à sa femme, mais vous me comprenez, il s'est passé ça, puis son père, voilà, il s'en était débarrassé, mais c'était vraiment pas sa faute. Voilà, enfin bref, la croisée des chemins, et puis tout ça plonge dans les mythes, tout ça plonge, enfin, c'est tout à fait épatant, hein, voilà. Il est malheureux, mais enfin quand même, c'est surtout une histoire extrêmement intéressante. Quand je dis ces enfants, pourquoi? Parce qu'on a créé c'est une autre réalité. Tout le monde va connaître, là par exemple, nous écoutons tous notre conté, nous disons notre avis. Si ça ne nous avait pas plu, on aurait dit, mais enfin, qu'est-ce que c'est, Chantal Golésia, c'est pas si musical que ça. Il y a un critère de vérité, de réalité. Et cette œuvre d'art, alors la grande découverte, hein, c'est que nous nous apercevons que les enfants ont des choix extrêmement pertinents. Et ils nous aident dans nos choix, voilà. Evelyne, j'aurais raconté cette histoire, si tu n'étais pas là, Evelyne Sevin, mais tu nous as raconté lors d'un colloque, à Beaubourg, un colloque d'accès, où il y avait plusieurs centaines de personnes, sur les livres et les bébés. On t'avait demandé de nous raconter un conte, celui que tu voulais, dans les intermèdes, voilà, pour pas s'endormir comme les lois, voilà. Et et là-dessus, tu nous as raconté Blanche-Neige. À cause de Diatine. À cause de Diatine, j'ai donné la parole. Et bon, on va commencer Blanche-Neige. Et alors, tout le public, parce que c'était Evelyne Sevin, mais aussi parce que c'était Blanche-Neige, les deux quand même, et tout le monde, ils ne sont pas sortis, ils ne sont pas allés prendre leur limonade, ils ont écouté, suspendus à la bouche, l'histoire qui était racontée. Et cet impact, cette force d'une histoire aussi belle, et d'ailleurs, moi, maintenant, je suis un peu souvent marquée par ça. Déjà avant, je le disais avant, qu'est-ce que c'est qu'un beau texte? Je dis, lisez Blanche-Neige, voilà, où tout est plus vrai que le vrai, comme dit Marthe Robert dans la préface Folio, des contes de Grimm, avec ce tome-là, je crois, non, je ne sais plus. Non, la préface de Marthe Robert, les contes c'est plus vrai que le vrai. Oui, c'est ça. Les plus vrais. Et les enfants réclament des vraies histoires. Je ne lis pas le texte de Marthe,
mais j'en suis très proche de toute façon. Hein. Oui. C'est cette traduction-là que je parle. Oui. Enfin, c'est dans l'un des folios. Alors, vous n'avez qu'à retourner au... Et la préface, elle montre que ces contes merveilleux, ces contes populaires, c'est plus vrai que le vrai. Et c'est ça que les enfants apprécient quand ils demandent une vraie histoire. Et ça commence, alors on va dire, il va bien, hein, mais ça commence dès la naissance. Dans cette espèce de zone que je vous ai décrite, où Winnicott dit, mais ce n'est pas la peine, c'est irrationnel, ce n'est pas pensable de dire ce qui revient à la mère et ce qui revient au bébé, qui est en train de grandir et d'accéder à sa façon de parler le monde. Voilà. Et ce qui est magique, c'est de voir effectivement un conte que tout le monde croit connaître, comme tu disais, Blanche-Neige. Et en même temps, moi, mon rêve, ça a été toujours effectivement de tenir 300 personnes avec une histoire comme ça, pas habillée n'importe comment sur une scène dégueulasse, avec un éclairage dégueulasse, et ça fonctionne. Mais justement, ce que tu as dit avant, c'était très indiscret aussi, parce que c'est un conte qui veut dire quelque chose pour moi. Et en plus, c'était en souvenir de Gatine. Donc, c'était pas n'importe quoi. C'était ce conte-là, comment dire, oser retrouver le bébé ou la petite fille, je sais pas quoi. Tu vois, c'est ce que tu as dit avant. Hein. Sinon, ça tient pas le coup. Même si Blanche-Neige en soi-même peut effectivement tenir le coup. Et alors, ça ne peut pas être autrement. Et il se trouve que quand j'avais été à Figeac quand mon livre est sorti, Figeac est ma ville natale, dans le collège Champollion, c'est peut-être pas un hasard, hein, si notre famille elle est quand même elle aime la littérature, peut-être c'est pas un hasard, parce que Figeac c'est maintenant le musée des écritures, c'est plus le musée Champollion. Et donc, j'avais pris des livres, comme je fais ici, j'en prends pas, et j'avais pris un Blanche-Neige horrible. Oui, comment s'appelle cette collection? Les Coques d'Or, non? Non, c'est pas la peine de citer. Ah, mais si, parce que c'est mauvais. Bon, enfin bref. Alors, on racontait toute sa famille, qui n'était pas divorcée quand même, enfin pratiquement. On expliquait. Et alors, j'avais pris cet exemple comme un exemple de mauvais livre. Comme une fois, un enfant nous a, dans la même collection, apporté un Aladdin. On ne savait même pas que la princesse s'appelait Bouroudou. Quand même. Et puis enfin, toute cette magie de l'histoire était... Mais le gamin, c'est Isabelle Soer qui m'avait donné ce mauvais livre, entre guillemets, dont elle ne pouvait pas se débarrasser, parce que c'est un peu difficile d'acheter des livres. Hein. Et puis parce qu'il était lié à ce gamin, et il y avait quand même les films de Walt Disney derrière, qui sont quand même d'une certaine qualité. Hein. Sans doute que les illustrations l'avaient retenu, et il l'aimait pour cela. Voilà. Et il faut toujours respecter le choix des enfants. Voilà, je m'arrête peut-être, non? Oui, on a dépassé le temps, et puis si on veut garder un petit moment pour la discussion, Moi, ce que j'ai trouvé formidable, c'est dans la première comptine, le petit garçon là, qui se perfectionnait en répétant. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que je vois beaucoup de stagiaires depuis 35 ans qui veulent se mettre à raconter. Et elles s'attachent complètement à l'écrit, et malheureusement aussi, souvent on leur conseille de réécrire, donc finalement de faire du mauvais écrit, de réécrire et après de raconter. Or ça, c'est une erreur fondamentale, et je dis toujours, il faut s'exercer et faire une écriture orale, dans l'oral. Alors au début, c'est absolument dégueulasse, on souffre énormément, mais petit à petit, il y a des choses qui s'installent, et d'entendre ça, ça répondait exactement aux soucis que j'ai toujours, et j'essaie toujours d'expliquer ça, et en vain. C'est très difficile, mais il faut répéter, et dans l'oralité. Je voudrais ajouter que si l'écrit est important, c'est parce que les enfants, c'est une ruse. Ce qui est important pour construire le langage, c'est l'oral, c'est le récit, c'est ce dont on parle ce matin. C'est ça qui est important. Et si ça existe dans une famille, on peut être tranquille. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de familles qui n'emploient plus la langue du récit. Dans la deuxième année, quand l'enfant apprend à parler et qu'il bouge, on ne leur donne que des ordres du langage factuel. C'est pas qu'on ne leur parle pas, on leur donne la langue maternelle, ou plusieurs, ce qui n'est pas plus mal, mais on n'emploie pas les formes récits, les formes de la joie, de la mise à distance, etc. Alors là, il faut intervenir avec les comptines et l'oral. Mais d'autre part, Vieillard Pelleroy a démontré que cette appétence, cet appétit de l'enfant pour l'écrit, il n'existe que jusqu'à 6 ans. Ensuite, il n'est plus du tout aussi stimulant pour les enfants. D'où l'idée de mettre les livres en jeu avant 5 ans. C'est absolument essentiel
Alors avant 5 ans, on peut dire on les met à 2 ans. Le problème, c'est que pour les familles qui sont un peu en difficulté, à 2 ans, c'est l'âge où l'enfant il a plutôt envie de bouger que d'écouter une histoire. On peut très bien écouter, quand on le sait, on peut très bien faire des comptines et lire des livres même à des enfants qui bougent. Mais c'est quand même, tout ça c'est de la tactique, c'est de la ruse. C'est quand même beaucoup plus facile de le faire, comme je vous dis, quand l'enfant est en papy relax. Et c'est très enthousiasmant au moment où il commence à apprendre le langage. D'où l'idée de commencer avec les crèches familiales, les assistantes maternelles et les parents qui gardent les enfants à domicile, avec les bibliothèques, voilà, avant l'école maternelle. Parce qu'après, les parents sont souvent dépassés, pour toutes les raisons que j'ai dit, et puis ils se sentent accusés de ne pas avoir fait ça, etc. Alors que c'est beaucoup plus facile avec les tout petits et dans des mélanges d'âge. Oui, je voulais juste compléter, mais je vous laisse la parole. C'est que avant le moment de l'école où les enfants apprennent, on n'est pas dans cette préoccupation d'apprendre aux enfants quelque chose. Et de ce fait, on se libère aussi, nous. Je veux dire, par rapport aux petits, c'est vraiment important cette notion de bain, qui est un bain de langage, un bain musical en même temps, puisque le son est partout, qu'il soit parlé ou chanté. La musique de la langue. C'est la musique de la langue, tout à fait, et chacun a sa musique. Selon, d'ailleurs, les enfants choisissent la personne, surtout dans les collectivités, ils choisissent toujours la personne pour telle ou telle chanson. Donc ils ont bien fait un rapport entre le texte, qu'il soit oral ou écrit, peu importe, mais le texte, et l'interprétation, qui est une notion musicale, l'interprétation. Donc c'est vrai que c'était par rapport à l'écoute aussi, je voulais vous dire que c'est vrai que l'écoute, c'est un... Non, je ne sais plus ce que je voulais dire. C'est parce que vous avez démarré avant moi. Pardon. C'est pas grave. Non, mais ce que je vous propose, puisque vous restez une bonne partie de l'après-midi quand même, en tout cas en début d'après-midi, que si d'autres questions naissent, que vous puissiez les poser directement aux personnes, parce qu'on est obligé d'arrêter là le... Donc je vous remercie. Nous avons fait un grand saut du Moyen-Âge aux enfants de Saint-Denis d'aujourd'hui. Et merci à toutes les intervenantes, c'était vraiment très intéressant.